Savoir comment établir ta carte du ciel et découvrir ce qu'est l'astrologie, et arriver au bon endroit. Alors aujourd'hui, je voulais te présenter la carte du ciel et les éléments essentiels qui la constituent à partir de la tradition astrologique. Et on va commencer tout de suite pour entrer dans le vif du sujet, sachant que là, c'est vraiment une vidéo pour grands débutants. Voire pour personnes non initiées qui ont un intérêt pour l'astrologie sans savoir vraiment ce que c'est. Éventuellement même pour les personnes qui ont juste pour connaissance de l'astrologie, que j'appellerais de magazine, qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec tout ce que peut recouvrir l'astrologie, sachant que l'horoscope est une technique parmi tant d'autres et a été, a eu quand même aussi pour but à une certaine époque de vulgariser une science et un art ancestral. Mais, mais voilà, après, c'est une porte ouverte que moi je souhaite aussi de vulgarisation dans une certaine mesure. Voilà, dans le respect de cette science sacrée. Voilà. Donc je commence tout de suite par te présenter ce que tu vois ici, qui s'appelle une roue du zodiaque. Le zodiaque étant constitué par 12 signes. Aujourd'hui, je t'ai établi la carte du ciel du jour que j'ai sorti à titre d'exemple, donc à la date du 13 janvier 2023 à 16h15. Donc 15h15 en temps universel. Ça, c'est un détail que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Et donc, une carte du ciel, ça s'établit aussi à partir d'un lieu précis. Donc, une date, une heure précise et un lieu précis. La carte du ciel, comme tu vois, il y a la roue du zodiaque et tout autour, tu as des symboles qu'on appelle des glyphes. Les glyphes, ce sont les symboles des planètes à l'heure et à la date de la carte. Pour aujourd'hui, je vais commencer par les cartes, par les astres, les planètes du septénaire. Je ne vais pas compliquer la chose, c'est déjà assez complexe. Et moi, c'est vraiment une porte d'entrée que je veux t'ouvrir sur l'astrologie. Et donc voilà, je commence par les planètes du septénaire, c'est-à-dire les 7 planètes traditionnelles, occidentales, de l'astrologie occidentale qui était utilisée disons, aux origines de l'astrologie qui remonte, bon, je vais la faire simple, aux Babyloniens. En tout cas, on est vraiment sur une méthode et une science ou un art, appelle ça comme tu veux, qui est vraiment ancestrale. Au début, on n'utilisait que 7 planètes, les 7 planètes qui avaient été visibles à l'œil nu. Et puis, dans les temps modernes, on a ajouté les planètes qu'on a découvertes au fur et à mesure, qui s'appellent les planètes transpersonnelles, que je vais te montrer quand même, mais je vais commencer par celle du septénaire. Donc, on commence par le Soleil, qui est une planète très importante, et d'ailleurs pour quelqu'un qui est non initié, on va dire qu'il connaît son signe, et en l'occurrence c'est son signe solaire que tu vois là en Capricorne. Ensuite on aura la Lune, on aura Mercure, puis Vénus ici. Là, tu as Mars. Ensuite, tu as Jupiter et Saturne.
À savoir que Jupiter et Saturne sont des planètes dites socio-professionnelles qui ouvrent la voie à des planètes plus lentes. Alors que le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars sont des planètes rapides qu'on dit personnelles. Ça, je l'expliquerai sûrement dans une autre vidéo. Là, je veux vraiment poser les bases de la structure d'une carte du ciel. Ensuite, il faut bien voir que déjà, tu as... Alors pour moi, ce qui est le plus important, pour être clair, c'est les planètes. Les planètes, c'est des énergies qui vont se manifester à travers ton thème astral et à travers ta carte du ciel. Cette expression planétaire va se faire dans des signes que tu vois sur la roue du zodiaque, ici, et dans des maisons. Les signes, ça va être un mode d'expression des planètes, donc un mode d'expression, disons, on va dire comment la planète s'exprime. Et les maisons que tu vois ici, avec les petits chiffres romains, c'est des secteurs d'expérience de vie. C'est le lieu et le domaine de vie dans lequel l'énergie de tes planètes va s'exprimer, et donc à la manière du signe, dans le mode d'expression du signe. Donc, comme tu vois ici, ce qui est très important aussi, c'est ces deux axes très importants sur ta carte du ciel, c'est-à-dire l'axe ascendant, qui est ici symbolisé par la flèche descendant. Le descendant se trouve en face, strictement en face. Et tu as aussi l'axe fond du ciel, ici, milieu du ciel, qui va ici. Donc c'est pareil, c'est un axe strictement en opposition. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, on a tendance à commencer à rentrer dans une carte du ciel très souvent par le soleil, que tu vois là, la lune, ici, et l'ascendant. Ça, c'est ce qu'on appellera la trinité ou la triade. C'est un petit peu en astrologie comme si tu faisais de la cuisine et tu pelais un oignon, ou alors tu décortiques quelque chose et tu vas de couche en couche de plus en plus profondément. Et si tu veux, la première couche, c'est le soleil, la lune et l'ascendant, pour te la faire courte. Parce que moi, là, mon but aujourd'hui, c'est de simplifier à l'extrême pour que tu aies vraiment les grandes bases. Donc, on peut commencer par ce que je vais te montrer en premier lieu. Et déjà, je vais retirer les planètes lentes pour te simplifier la tâche et pour que tu vois mieux ce que je te montre. Donc, je reviens au septénaire. Et je vais commencer par t'expliquer le chemin initiatique de l'astrologie et du zodiaque. L'astrologie, c'est une science qui va t'inviter à comprendre que tu t'inscris dans des cycles dans le temps et ces cycles sont symbolisés par les signes. Le premier signe, c'est le bélier, que tu vois ici. C'est un signe
qui représente un peu l'incarnation. En tout cas, c'est l'impulsion du printemps, l'impulsion d'une énergie vitale. Et on pourrait représenter le bélier par une petite graine. Donc, toute la roue du zodiaque, c'est un peu le déploiement de cette graine, et ça représente le processus cyclique de déploiement de n'importe quel être humain ou processus de vie ou même cycle d'une situation que tu peux vivre. Donc à ce titre, une petite graine, c'est vraiment une image qui est parlante, parce que une plante, ça démarre par la graine, ça grandit, ça se déploie, ça se nourrit d'expériences, de choses, de nourriture, et ça arrive à une culmination qui est le fruit. Et le fruit va ensuite se développer lui-même, tomber. La plante va se dégrader, et va y avoir un cycle de redescente, si tu veux, et qui va revenir à la terre pour renourrir la terre, et pour ensuite repartir dans un nouveau cycle de développement et d'essor. Et le bélier, c'est le début de ce cycle. Donc c'est vraiment une énergie massive, et une énergie presque archaïque, animale, si tu veux. Donc le bélier, il a vraiment un rôle d'impulsion, de courage, de détermination et d'affirmation de soi. C'est vraiment le rôle du bélier dans le chemin initiatique du zodiaque. Le deuxième signe, ça va être le taureau. Le taureau, qui vient après le bélier, va te demander de pérenniser ce qui aura été initié en bélier. Ça va être un cycle ça va être une période d'incarnation. C'est-à-dire que le bélier, qui peut représenter le bébé qui vient de naître, qui n'a pas conscience de son corps, en taureau, il va prendre conscience de son corps, de la matière, de ses 5 sens, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, de son corps et de sa vue. Et donc, le taureau, du coup, c'est un signe qui va être vraiment dans la matérialité et l'ancrage dans le corps et dans la terre. Donc, dans les choses matérielles, la terre, les choses concrètes. Et son rôle fondamental, ça va être de pérenniser et d'édifier les choses, de les développer, de les déployer dans la matière. Avec cette fois-ci beaucoup plus de patience que n'en aura eu le bélier. Le troisième signe, ça va être le Gémeaux. Le Gémeaux, après le Taureau, a pour but de découvrir son environnement. Symboliquement, sur le chemin initiatique du zodiaque, le Gémeaux, c'est l'enfant, voire l'adolescent. En tout cas, c'est l'enfant qui part à la découverte du monde, qui part dans la nature, qui court après les papillons, qui joue avec un bâton, qui découvre d'autres petits enfants et qui s'amuse, quoi, en fait. Qui s'amuse avec spontanéité, avec curiosité sur le monde, qui touche à tout, qui veut tout savoir, et qui finalement n'a pas d'a priori sur le monde. Il n'en a pas encore acquis.
et il n'a pas non plus acquis d'a priori qu'on lui aurait inculqué par l'éducation. Par exemple, il a vraiment une envie de butiner, j'ai envie de dire, pour découvrir le monde et expérimenter surtout. Expérimenter les choses pour apprendre. Le 4e signe, c'est le Cancer. Le Cancer, c'est le moment où on revient à son centre. Le rôle du Cancer, c'est réellement le centrage. Une fois que le Gémeaux est parti, disons, à la découverte de son environnement, tous azimuts, là, il y a besoin de revenir dans son cocon, de revenir dans sa matrice et un peu de digérer tout ça, de digérer toutes les informations qu'on aura accumulées avec curiosité en Gémeaux. Quand on arrive en Cancer, c'est un recentrage pour en fait asseoir une sécurité affective et une sécurité émotionnelle. Donc c'est beaucoup un signe en lien avec les racines. Et à ce stade du développement de la graine, c'est le moment où la plante vraiment va ancrer ses racines dans le sol pour aller se nourrir dans la terre. Une fois qu'on aura acquis ce socle de sécurité affective, on va arriver au lion. Le lion, où le moment où le soleil culmine dans le ciel, en plein été, là c'est réellement après le Cancer qui a été dans l'intériorisation de ce qu'il aura appris, en tout cas intégré dans le premier cycle, on va dire, entre le Bélier et le Gémeaux. Là, le lion, ça va être la pleine extériorisation. Tout ce qui va avoir été imbibé au niveau du Cancer, le lion va avoir pour but et pour volonté de s'exprimer, de l'exprimer, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, de le déployer et surtout de s'exprimer avec créativité. Sa volonté, elle va se déployer en partant de lui, de son centre à lui. Il y a quelque chose de commun avec le Bélier, où le Bélier va être dans l'affirmation de soi. Donc c'est vraiment le moi-je. Et le lion va avoir un rôle fondamental parce que il y a ce stade où on solidifie son ego. Et l'ego, c'est primordial. C'est pas forcément de l'égoïsme, synonyme d'égoïsme ou d'égocentrisme. On a tous besoin d'un ego pour se structurer. Et dans le cheminement du zodiaque, c'est primordial, même pour la suite des événements et du déploiement de cette graine et de cette plante et de n'importe quel cycle de vie. Le signe suivant, c'est la Vierge. Le lion aura été très, comment dire, dans la représentation, dans la recherche d'approbation et de validation, et aura eu besoin de briller, dans tout ce qu'il habite et de faire briller son expression personnelle. Arrivé en Vierge, on revient, j'ai envie de dire, en Lion, c'était un peu la fête, le règne du plaisir et du jeu, du divertissement. C'est vrai que c'est un signe assimilé un petit peu aussi comme le Cancer à l'enfant intérieur. Donc là, c'est vraiment l'endroit où tu vas expérimenter ce qui te fait plaisir.
ce qui anime ton cœur en fait. Et en Vierge, l'idée c'est que après, c'est vraiment l'idée de la cigale et de la fourmi. Le lion aura chanté tout l'été et la Vierge va venir comme la fourmi dire et oh là, par contre, la fête est finie, on arrête la fiesta. Maintenant, on va un peu cadrer les choses et c'est vraiment l'idée que les moissons, enfin le blé qui aura été à sa pleine maturation au soleil en Lion, disons que la Vierge va regarder la récolte et va dire là on va trier le bon grain de livret et on va faire du tri, du classement, on va ordonner les choses et il y a vraiment une idée d'alignement et de structuration dans la Vierge. Parce que cette structuration, c'est une ouverture. On va commencer à sentir qu'on n'est pas un individu isolé. Du Bélier au Lion, il y a beaucoup de nécessité d'asseoir une personnalité et une individualité. À partir de la Vierge, on va commencer à penser à l'autre, en tout cas à se mettre dans une position de service à l'autre. Et ça, on va le faire par du perfectionnement, de l'approfondissement de ses compétences, et ça vraiment dans le but d'aider autrui. Et ça nous amène à la Balance, qui est là la culmination de la plante. Et là, on ne peut pas aller plus loin. La plante, elle est à son maximum de développement. Et justement, là, l'individu, il est arrivé au maximum de son individualité. Si tout s'est bien passé dans le développement, la plante sera à son maximum et on va découvrir partir à la rencontre de l'autre. C'est-à-dire que le Bélier, c'est moi-je, et en face, à la culmination, la Balance, ça va être moi par rapport aux autres. La Balance a besoin du miroir d'autrui pour se caractériser elle-même. Et ça, c'est vraiment une idée de l'harmonie. C'est-à-dire de pouvoir exister soi, mais par rapport avec le miroir de l'autre. Et c'est là qu'on arrive dans les signes dits collectifs. Avec le Scorpion, ensuite, là, la Lune, dans le cycle du zodiaque, et donc sur le chemin initiatique du zodiaque, on va avoir besoin de lâcher des choses. C'est le signe en face du Taureau. Le Taureau qui a édifié des choses dans la matière et qui aura eu besoin de sécurité matérielle, donc d'ancrer les choses vraiment de manière concrète, d'édifier des choses, de construire des choses, de gagner de l'argent par ses propres dons et talents. Et bien en face, en Scorpion, on va apprendre que tout cycle nécessite à un moment donné de se libérer de choses, de perdre des choses pour pouvoir se réengager dans une dynamique qui ne sera pas sclérosée. Et pour ça, le Scorpion va être un petit peu magicien parce qu'il va aller fouiller dans les profondeurs pour en fait faire remonter à la lumière les choses cachées. Le rôle du Scorpion, c'est celui d'un enquêteur un peu. Le Scorpion va toujours aller lever les loups,
aller dévoiler ce qui est caché, et c'est son rôle de lever les tabous. C'est son rôle de dire des choses éventuellement désagréables, oui, de parler de choses tabous, parce que c'est nécessaire pour être dans une pleine lumière. Ensuite, on arrive au Sagittaire. Le Sagittaire a pour but de déployer, d'élargir les horizons à ce stade du zodiaque. C'est le signe du déploiement, tous azimuts, mais alors là, contrairement aux Gémeaux qui se dispersaient parfois par curiosité, mais qui se dispersaient dans son environnement proche et qui découvrait aussi son entourage, qui créait des liens, entre toutes les personnes, mais aussi des liens entre toutes les informations qu'il recevait et qu'il découvrait et qu'il échangeait avec les autres. Et bien là, le Sagittaire, il va être dans un déploiement, mais alors toujours plus haut, toujours plus loin et toujours plus fort. C'est vraiment le signe du XXL. Et là, ça va être un déploiement soit géographique, donc aller découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres personnes, et disons, qui se découvre beaucoup aussi par rapport aux autres, mais cette fois, il va avoir un rôle de guide. Là, on n'a plus une idée d'harmonie dans quelque chose de vraiment équilibré à un rapport égal avec la balance. Là, on va être et puis le Scorpion qui était dans la fusion, qui avait besoin d'aller dans les attachements les plus poussés à l'extrême avant de rompre ces attachements pour être dans la perte, parce que c'est des nécessités. Le Scorpion, c'est la mort et la renaissance. Et le Sagittaire, lui, ça va être un guide. Il aura acquis des connaissances, et ce qui aura été appris ici en Gémeaux va être compris en Sagittaire. Va être compris, et du coup, il va y avoir une ouverture sur des choses plus métaphysiques ou sur des cultures, de l'histoire, de la philosophie. Et après le Sagittaire, on va arriver à un stade, le stade du Capricorne, où là, on a l'idée que on va vouloir rechercher un déploiement sur le plan social. Là, on va encore plus vers le groupe et on va vouloir atteindre des sommets de reconnaissance sociale, mais par la force de l'effort, de la responsabilité. Et c'est là qu'on apprend le sens de la maturité et de la rigueur et du réalisme. Quand on était en Cancer, on nourrissait son enfant intérieur, tout son imaginaire, tout ce qui nous habite dans notre monde intérieur. Ça, c'était un socle de sécurité affective qui était nécessaire. Pourquoi ? Pour en arriver en face au Capricorne et à la maturité, au côté adulte, qui va permettre d'édifier des choses pierre après pierre, de manière pérenne, dans la société. Ensuite, on arrive au Verseau. Le Verseau qui est le signe du collectif. C'est le signe en face du Lion. Le Lion qui était plutôt dans une dynamique d'expression de soi, d'ego, mais de créativité qui venait de l'intérieur.
et qui finalement tirait les autres vers le haut par un rayonnement sincère venant du cœur. C'est vraiment le rôle du lion, c'est de rayonner pour montrer la voie aux autres et les tirer vers le haut. Et en Verseau, on va se battre pour des causes communes, collectives. On va comprendre que, certes, on a de la créativité, pardon, mais cette créativité, elle doit être mise au service du collectif. Et ça, il y a un antagonisme, en tout cas, il y a comme un paradoxe dans le Verseau, c'est que le Verseau, c'est le signe de la liberté, de l'autonomie et de l'indépendance. Mais là où le Verseau se considère comme quelqu'un d'autonome et de libre, et va revendiquer cette liberté, il va le faire tout en étant au sein d'un groupe. C'est vraiment l'idée d'arriver à être, à affirmer, oser affirmer sa différence, son originalité, mais au sein du groupe. Et c'est là qu'est toute la difficulté et le paradoxe du Verseau. Excusez-moi. Ensuite, le dernier signe, c'est le Poisson. Le Poisson, c'est le paroxysme du cycle. En tout cas, c'est son aboutissement. Et là, on n'est plus dans le collectif, on est carrément dans la communauté du monde. Donc en fait, l'échelle, elle est devenue de plus en plus macro. On était en micro avec le bélier, parce que le bélier se voyait à travers son prisme, parce que c'était nécessaire de développer à ce stade l'affirmation de soi. Et dans le Poisson, c'est le moment où on s'oublie totalement. C'est le signe du grand tout et de la réunion dans un océan universel. C'est vraiment l'image de la goutte d'eau au milieu d'un océan. C'est-à-dire qu'elle est une, mais elle est une et fondue avec une masse infinie et illimitée. Et ça, c'est l'image du Poisson qui est le signe de l'amour universel et qui comprend que il y a vraiment une idée du sacrifice, en tout cas, s'il n'y a pas de sacrifice, de dévouement, et qui est le signe d'ailleurs qui est en face de la Vierge, où la Vierge était dans une volonté de servir par son travail, par ses compétences. Et là, on a vraiment l'idée du dévouement par le cœur, par l'humanité et par la bienveillance et par l'écoute. Donc autant là, on était dans un signe de terre pragmatique, concret, qui va aider par des choses pragmatiques, tangibles. Autant là, on va être dans le dévouement, dans une empathie illimitée. Donc ça, c'était pour l'énergie des signes. Il faut comprendre que les planètes sont donc l'énergie principale qui va s'exprimer dans la tonalité, avec la coloration du signe que je viens de vous développer. Ensuite, on aura ce que je vous ai dit il y a quelques minutes c'est-à-dire les maisons, les secteurs d'expérience dans lesquels vous allez vivre. Et vous devez, dans vos potentialités de naissance, vivre ces potentialités que sont les planètes de votre thème natal. La maison 1, je vous explique brièvement. La maison 1 va vous parler, qui est la maison de l'ascendant. La maison 1 va vous parler de votre personnalité. L'ascendant,
c'est la première chose que les gens voient de vous quand ils ne vous connaissent pas. C'est votre masque social. C'est le costume que vous enfilez, parfois même inconsciemment, ou en tout cas, c'est vraiment beaucoup une somme des habitudes et des conditionnements, ou en tout cas de ce qu'on vous aura appris dans votre éducation, de conditionnement éducatif, beaucoup. Et finalement, de manière instinctive et spontanée, et parfois avec réactivité, quand votre réactivité s'exprime, c'est votre ascendant qui va s'exprimer. Et c'est du coup, ça marque le théâtre social, l'ascendant. Et la maison 1, c'est votre personnalité, votre conquête du monde et vos initiatives personnelles. La maison 2, c'est le moment où vous prenez conscience de vos dons, de vos talents, et qu'il va falloir les déployer, les développer. Donc, ces dons et ces talents, c'est des ressources personnelles, intérieures, et c'est aussi la maison 2, la maison des ressources. Disons que vous avez vos ressources personnelles, et à partir de celles-là, vous allez acquérir des ressources extérieures, matérielles. Donc, par exemple, de l'argent. Vous avez un don, vous avez un talent pour quelque chose, c'est quelque chose que vous allez développer, que vous allez exploiter pour en gagner de l'argent, par exemple. Ensuite, la maison 3, c'est la maison de la communication et de la diffusion. Ça va aussi nous parler des frères et sœurs, de la fratrie, de la clientèle, ou alors même des personnes proches, dans l'environnement proche, dans le milieu proche. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, les commerçants, les petits commerçants, voilà, les frères et sœurs. Mais en tout cas, c'est la diffusion à une échelle assez proche, et votre manière de communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. La maison 4 est importante, comme toute maison dite angulaire, c'est-à-dire la maison 1 avec l'ascendant, la maison 4 avec le descendant, la maison 7 avec non, j'ai dit le descendant, pardon, la maison 4 avec le fond du ciel, la maison 7 avec le descendant, et la maison 10 avec le milieu du ciel. Ces 4 maisons sont assez névralgiques, stratégiques. La maison 4, c'est le socle, c'est vraiment le socle de sécurité affective, et c'est les racines. Les racines, vos racines, votre lignée, votre famille, la famille dont vous venez, mais aussi la famille que vous allez créer. C'est votre cocon, votre foyer, et par extension, ça va être l'immobilier ou bien le patrimoine, par exemple. La maison 5 va nous parler de la création, mais de la création au sens large. C'est-à-dire autant les choses que vous créez, c'est-à-dire que vous sortez de vous, que la création comme la procréation, donc les enfants, votre progéniture, mais aussi tout ce que vous allez créer, sortir de vous, et vos enfants symboliques, par exemple, votre entreprise. Si vous créez une entreprise, c'est un point qui va être symbolisé dans la maison 5. Il y a un aspect aussi de la maison 5 qui est le plaisir. C'est là où on va voir comment vous allez vivre le plaisir. Dans quelles choses vous allez vivre les choses qui vous font plaisir, qui vous animent, que vous vivez sur le mode d'un enfant qui exprime toute sa joie, en fait, toute sa joie de vivre.
tout son feu intérieur. Et c'est cette maison-là. C'est donc une maison quand même importante. La maison 6, c'est la maison des routines quotidiennes. Alors, c'est pas une maison funky, hein. C'est pas une maison où c'est la fête, hein. C'est plutôt la maison qui va structurer. C'est une maison du travail quotidien, des obligations quotidiennes. Le matin, je me lève à telle heure. Le soir, je vais sortir les poubelles. Je vais remplir le lave-vaisselle. Mais au final, c'est des tâches qui nous structurent, qui structurent notre quotidien et qui du coup nous organisent notre vie pour qu'on ait une régularité et qu'on puisse être productif et qu'on puisse aider les autres aussi, servir les autres, autant dans notre foyer par des tâches quotidiennes que au travail. Donc c'est l'une des maisons du travail, qu'au travail en développant nos compétences et en étant dans une dynamique de service. La maison 7, c'est la maison des alliances et des associations officielles. C'est là qu'on vraiment on noue des liens avec les autres de manière officielle. Donc ça peut passer par les clients avec qui on va signer des contrats, mais aussi le conjoint. Mais par contre là on parle du conjoint officiel. Donc ça va souvent être la maison dite du mariage. Là où en maison 5, j'ai oublié de vous dire que la maison 5 c'était la maison des amours, parce que c'est un peu la maison pour le coup où on rencontre quelqu'un, et là c'est le flirt, donc là c'est un peu plus léger, voire c'est la maison aussi de la sexualité, une des maisons de la sexualité, mais là c'est les relations en maison 7 beaucoup plus établies, où on va solidifier les choses et les mener de manière plus quand on va vouloir établir les choses, oui, de manière plus officielle et plus stable, quand on va vouloir les stabiliser. Bon, après, c'est toutes les relations officielles, hein, ça peut être malgré tout des amitiés officielles. En tout cas, ce sera des choses qui vont parler d'une harmonie. C'est le moment où vous cherchez à expliquer ce qu'est l'harmonie et à vivre l'harmonie à travers le miroir de l'autre, donc dans un rapport d'égal à égal. On passe ensuite à la maison 8, qui est la maison, une des maisons de l'occulte. Alors comme la maison 4 et la maison 12, à laquelle je vais venir, les maisons dites de l'occulte, comme la 8 est une maison du coup qui est un petit peu complexe. Elle va parler traditionnellement de la mort et de la renaissance. Parce que c'est un stade où on va devoir mourir à soi-même, mais même symboliquement, pas forcément, on va pas mourir quand on a des planètes dans cette maison-là, mais ça peut être beaucoup symboliquement un stade où on doit abandonner des choses pour renaître de ses cendres. Et du coup, ça va être aussi une maison des choses cachées, la maison des secrets, du mystère, et aussi la maison, autant là, on commençait en maison 7 à nouer des liens avec un autre, avec un alter ego, autant en maison 8, on va renforcer les liens à l'extrême. En maison 7, si je parle du couple, en maison 5, on se sera rencontrés, par exemple. En maison 7, on aura établi les choses. Et en maison 8, j'ai envie de dire, on va vraiment se rencontrer parce que c'est la rencontre, ça va être le toi plus moi, plus ton inconscient, plus mon inconscient.
Et là, ça fait 4 personnes et ça commence à faire beaucoup. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire dans ce développement de l'individuation, dans ce cycle où on s'individue. On devient individu à titre personnel et après, à travers la rencontre d'autrui. Donc, c'est beaucoup une maison du subconscient. Il va s'y passer beaucoup de choses, mais cachées. La maison 9 est la maison de l'ouverture des horizons et de la compréhension, de la transmission et de l'enseignement. On a découvert des cultures, on découvre des cultures dans cette maison, on voyage, on peut vraiment découvrir des cultures et des idées différentes de soi. C'est l'idée de l'étranger au sens propre, donc des personnes étrangères, et au sens figuré. Tout ce qui nous dépasse en fait, tout ce qui n'est pas dans notre cadre de compréhension, c'est le déploiement au-delà de nous. Donc on va toujours chercher au-delà, plus loin, et c'est pour ça que c'est la maison des croyances, dans le sens où on va développer sa foi en la vie et sa foi en soi-même aussi. Dans la maison 10, ce qu'on aura déployé dans la maison 9, même en termes de croyance et de foi en la vie, dans la maison 10, ça va servir à la reconnaissance sociale et même socio-professionnelle. C'est la maison de la vie publique et de la vocation. Le milieu du ciel est très important parce qu'il va nous parler de réputation et de ce qui se voit le plus, des plus grandes réalisations que vous allez pouvoir déployer, réaliser dans votre vie. La maison 10, c'est la maison de on va souvent parler de la carrière, parce que c'est la maison de la vie sociale, vie professionnelle, mais ça peut très bien être, imaginons vous êtes à la retraite, ça peut très bien être des activités associatives ou, je ne sais pas moi, syndicales, ça peut prendre beaucoup de formes, mais on va agir pour le bien commun. Et c'est quelque chose qui va se voir et pour lequel on va être reconnu. Dans la maison 11, là, c'est la maison du collectif où vous ne pourrez pas faire seul. Il faudra composer avec le groupe. Et à l'image du Verseau, c'est le moment où vous allez éventuellement vous battre pour des causes, mais où vous allez surtout développer des projets. C'est la maison de vos espoirs. Et vos espoirs que vous allez concrétiser par des projets communs, collectifs, des projets même avec des amis et avec des gens qui vous soutiennent. Donc c'est beaucoup c'est d'ailleurs la maison des amis déclarés, c'est-à-dire des soutiens. C'est aussi la maison des idées novatrices. C'est là où vous allez vraiment déployer tout le potentiel de vos idées, de votre ingéniosité et de votre créativité qui aura été nourrie dans la maison 5 avec la création. Là, il y aura vraiment une idée de créativité, en tout cas d'ingéniosité aussi, et d'innovation. C'est une maison orientée quand même vers le futur. Et enfin, la maison 12, c'est la maison de fin de cycle, et une maison occulte aussi, et c'est la maison du non manifesté. En maison 1, à l'image du bébé qui naît,
les choses naissaient, se déployaient et c'est le moment où le soleil se levait. Donc c'était une maison très visible, du manifesté, pas du réalisé, mais du manifesté. C'est pour ça que l'ascendant, c'est quelque chose qui se voit, c'est votre masque social. En maison 12, c'est la maison qui peut être dite de la vie intra-utérine aussi. Ce qui se sera passé dans le ventre de votre mère, pendant qu'elle était enceinte de vous, peut se voir dans cette maison. Et également, comme on est sur un cycle de la vie humaine, c'est aussi la maison de la fin de vie. Et en tout cas, ce stade où on est dans une forme de bilan. Donc, dans cette maison, vous allez faire des bilans. Si vous avez des planètes au natal ou en transit qui se trouvent dans votre maison 12, c'est un moment où c'est important de faire des bilans et où du coup on va être dans une forme d'isolement, voire d'enfermement. C'est la maison des hôpitaux, des hospices, des prisons, des couvents. C'est l'isolement et une des maisons de l'inconscient. On est vraiment à l'intérieur de soi pour faire un bilan, faire un point dans l'optique de repartir sur un nouveau cycle ensuite. C'est pour ça que c'est important ici de purger des choses qui seront de l'ordre de l'inconscient et les purger vraiment, même des conditionnements qu'on peut avoir avant de repartir dans un cycle d'incarnation et même dans un cycle dans votre vie, parce que votre vie est une série de cycles. Et si ce travail est fait de purge, de nettoyage, de conscientisation, vous pourrez repartir vers un cycle qui sera très productif et qui va servir votre évolution personnelle et nourrir votre individuation. Voilà, j'ai fait le tour du zodiaque et le tour du chemin initiatique. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. En tout cas, c'est vraiment pour moi des bases que j'ai essayé de vous synthétiser tout en vous apportant le plus d'infos possible. Et j'ai essayé d'être claire parce que l'astrologie, c'est quelque chose de très complexe. Et j'avais envie de partir sur quelque chose de très fondamental pour qu'on puisse ensuite on puisse creuser et aller plus profondément dans des vidéos futures. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur des prochaines vidéos, je vous parlerai certainement des planètes, des signes et des maisons de manière plus détaillée. Et voilà, je suis présente sur Instagram, sur Facebook et je vous propose des consultations et également prochainement des cours en individuel et en collectif. Donc, si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Je m'appelle Agathe et je vous retrouverai avec plaisir sur Yod Astro Tarot. À bientôt, au revoir.